Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal, l'arrache-mot ou le pouvoir incroyable de donner vie aux mots et aux histoires. C'est le thème du roman de Judith Bouilloc, une auteure que nous accueillons aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Alors avec vous, on va rentrer dans l'univers d'Iliade, c'est le personnage principal de cette histoire et on va s'intéresser aussi à votre parcours bien sûr et on voit ça en deuxième partie d'émission. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors avec toi et les internautes, on voyage un petit peu aujourd'hui. C'est ça, on va s'évader à travers leurs commentaires. Super, je te remercie beaucoup. On voit ça en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, direction Sarralbe avec une nouvelle édition de Go Run for Fun. Laurie, salut. Coucou Uranie. Alors tu as mis le maillot rose à ce que je vois. Alors oui, mais ce n'est pas pour courir, plutôt pour me fondre dans la masse. Et la masse, justement, elle est impressionnante. Il y a 3600 élèves. Je n'ai jamais vu autant d'enfants de ma vie. Ils sont issus de 77 écoles du secteur. Ils ont eu le droit à un échauffement collectif ce matin. Deux sportifs de haut niveau, Yann Schrub et Marjorie Locke, étaient présents pour leur vanter un petit peu les bienfaits du sport. Il y avait donc 3 parcours, un pour les plus jeunes et 2 autres pour les grands. Donc vous verrez un petit peu l'ambiance qu'il y avait ce matin dans un reportage et tu pourras t'entretenir tout à l'heure avec le directeur de l'usine Ineos. Merci Laurie et merci à Thomas Drouin pour le cadrage. On y revient d'ici quelques instants, le temps de faire un tour de l'actu en 60 secondes. Un gagnant toutes les semaines, toute l'année, c'est chez Best, votre centre commercial à Paris-Bersvillers. Force ouvrière dénonce la mort du service public. Le syndicat mosellan organise une semaine de grève et d'action de blocage de l'économie jusqu'au 31 mai. Il dénonce les politiques qui ont amené le secteur de la santé et des enseignants dans une situation difficile, ainsi que la suppression de 120 000 postes. Hier, à Sarreguemines, une trentaine de manifestants s'est rendue à l'hôpital Robert Pax, puis devant la mairie et le centre des impôts, où une couronne mortuaire a été déposée. Intervention des pompiers à l'école d'Arronnes. Tous les enfants sont sains et saufs. Ils étaient surtout fascinés par le travail ou plutôt l'exercice des soldats du feu. Un scénario réaliste pour les familiariser avec ce nouveau bâtiment et l'occasion d'apprendre aux enfants des notions de premier secours. Le 29e meeting international d'athlétisme de Forbach a tenu ses promesses au stade du Schlossberg. Les champions internationaux sont friands de ce rendez-vous de début de saison. Parmi les 15 épreuves, le marteau était particulièrement attendu. Le triple champion du monde, Powell Fajdek, a établi la meilleure performance mondiale de l'année, 80 mètres 03. Go Run for Fun. Les 5-10 ans de tout le secteur sont invités par Ineos à lâcher les supports vidéo pour venir courir à Sarralbe. Cette année, pour la 5e édition, 3600 élèves venus de 77 écoles sont réunis. Une énorme organisation. Il a fallu 83 bus pour transporter les écoliers de 56 communes environnantes. 3 parcours de course leur sont proposés selon leur âge. Avant la course, animation et échauffement. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Ciel un peu mitigé aujourd'hui, mais on garde le sourire avec Marie-Morgane qui nous donne les prévisions pour demain. Demain, le soleil fera quelques percées parmi les nuages tout au long de la journée. Les nuages vont ensuite s'imposer en fin d'après-midi. Le temps restera généralement sec, mais quelques rares averses seront possibles jusqu'en milieu d'après-midi. Les températures maximales seront comprises entre 17 et 20 degrés. Demain, nous serons le mercredi 29 mai et nous fêterons les Aymars. Le soleil nous accompagnera de 5h33 à 21h24. L'image du jour nous est envoyée par Chantal Miglio. On peut y voir un ophrys bourdon photographié dans une prairie de Blisbruck. Merci à vous pour cette belle photo et n'hésitez pas vous aussi à nous en envoyer par mail ou sur notre page Facebook. Cent fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Courir pour le plaisir, c'est l'événement à ne pas rater aujourd'hui au stade de Sarralbe. 3600 élèves de 77 écoles se sont mobilisés. Des cris, des rires, de l'effort, les enfants étaient déchaînés. On vous fait découvrir l'ambiance de ce rassemblement dans ce reportage.
une marée rose à Sarralbe. Ils sont 3600 élèves de la grande section CM2. Tous les ans, ils se réunissent pour l'événement Go Run for Fun, courir pour le plaisir depuis les 4 dernières années. Cet événement est issu d'une campagne européenne qui a débuté en 2015. Avant de s'élancer dans la course, un échauffement géant est prévu pour les 168 classes présentes aujourd'hui. Même si habituellement ce n'est pas le moment le plus apprécié, aujourd'hui il fait l'unanimité. C'était bien. Pourquoi ? Parce qu'on s'est bien amusé, qu'on a passé du temps ensemble. C'était cool et j'ai bien aimé la chorégraphie. Les grandes sections et les CP étaient les premiers à s'élancer. Ils devaient parcourir 1 km 100. C'était ensuite le tour des CE1, CE2 et des CM1, CM2 pour une distance de 1 km 9 et 2 km 4. Même si on est dernier, c'est pas grave, parce qu'on peut recevoir une médaille. Et c'est aussi courir comme on a envie, doucement, courir vite et avec les amis. Ici, pas de compétition, c'est une course avec 0 perdant. Chaque participant recevra une médaille. Cet événement est une bonne façon d'aborder l'effort physique tout en s'amusant et d'inciter les jeunes à pratiquer une activité sportive régulière. Nous sommes maintenant en compagnie du directeur de l'usine Ineos, Laurent Pelcez. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi organiser un événement comme celui-ci ? Eh bien, il s'agit pour nous d'inciter les plus jeunes à faire du sport et à leur donner l'envie et le plaisir, d'éprouver le plaisir de faire du sport ensemble, avec des amis, dans une ambiance plus festive. Et alors, qui sont les bénévoles qui travaillent sur cet événement-là ? Alors, nous avons environ 80 bénévoles qui ont travaillé depuis 3-4 mois sur l'organisation de cet événement. Ce sont des employés de la société Ineos, mais ce sont aussi des parents, des amis. Et puis on a bien sûr avec nous tous les enseignants et puis le support de l'éducation nationale. Et alors ça demande beaucoup de préparation ? Oui, ça demande une préparation importante. Vous vous rendez compte, nous avons 3600 élèves aujourd'hui réunis sur le stade de Sarralbe. C'est 83 bus, donc c'est une grosse organisation. Et alors, si l'événement prend encore plus d'ampleur, comment est-ce que vous pensez vous organiser à l'avenir ? Disons qu'avec 3600 élèves, donc sur 168 classes, 77 écoles, 56 communes, je pense que nous sommes arrivés à nos limites et j'espère simplement que l'année prochaine sera un aussi beau succès que cette année. Et on l'espère aussi pour vous. Merci beaucoup et bonne continuation. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Exercice incendie pour les 80 écoliers d'Arun. À raison de 3 exercices par an depuis la mise en place du plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs, les enfants ne sont globalement pas effrayés par les manœuvres. C'est néanmoins la première fois qu'un tel exercice se déroulait dans la nouvelle école inaugurée il y a peu. Il y a seulement quelques mois, rappelez-vous, Marie Luff était sur place. Au feu les pompiers, la maison qui brûle, au feu les pompiers. Les maternelles et primaires sont rassemblées à l'extérieur du bâtiment. Les enfants ne sont pas effrayés, mais plutôt fascinés par les sapeurs-pompiers. On s'entraîne, si au cas où ça arrive, au moins on est prêt. C'est bien d'apprendre, surtout pour les petits. Le scénario imaginé par les pompiers est le suivant. Un feu s'est déclaré dans le couloir, un enfant est bloqué à l'intérieur. 7 hommes du centre d'intervention d'Arène sont mobilisés. 2 pompiers sont rentrés avec un système qui leur permet de respirer dans la fumée pour aller à la recherche du jeune qui était manquant à l'appel. Cet exercice sert aussi de reconnaissance aux pompiers car le bâtiment est très récent. Pour les écoles de village, il n'y a généralement pas de plan d'intervention, d'où l'importance d'évacuer les enfants dans le calme. Si, mais est-ce que ça risque réellement d'arriver dans notre école ? Par exemple, on a une école toute neuve, est-ce que ça peut réellement arriver ? Ben oui, on n'est jamais à l'abri. Un enfant averti en vaut 2. L'exercice se poursuit avec des ateliers pratiques, position latérale de sécurité, premiers soins, appel d'urgence.
Il y a un grand feu et vous raccrochez, bah oui, un grand feu, mais un grand feu de quoi? Il faut bien qu'ils sachent qu'il faut. Donc il faut vraiment être bien précis. C'est le rendez-vous pour lancer la saison. Le meeting d'athlétisme de Forbach fait partie du top 10. Chaque année, des champions internationaux font le déplacement et battent des records. Reportage. Des performances, il y en a eu, notamment au lancer de marteau. Ce n'est pas une surprise avec une startlist de niveau mondial, comme c'est souvent le cas à Forbach. Le champion olympique Dilshov Nazarov, le triple champion du monde Pavel Fadjek, le champion d'Europe Wojciech Nowicki et le Messin Quentin Bigot, meilleure performance mondiale de l'année, du moins avant ce concours. Car Pavel Fadjek lui passe devant en franchissant les 80 mètres, précisément 80 mètres 03. Il améliore la meilleure performance mondiale de l'année et remporte le concours devant son compatriote polonais Nowicki qui lui réalise un lancer à 76 mètres 68. Quentin Bigot prend la 3e place avec 76 mètres 39. 3e place également pour Alexandra Tavernier dans le concours féminin. La numéro 1 française et vice-championne d'Europe est une habituée du stade du Schlossberg. Cette année, elle ne réalise que 70 mètres 03. Elle peut faire mieux, mais cette contre-performance s'explique par son état de forme. Il faut remettre dans le contexte, ça fait 4 nuits que je dors absolument pas. Donc voilà, quand on a la grippe, on a la grippe, quoi. Et le problème, c'est qu'on peut pas prendre de médicaments. Donc on fait ce qu'on peut et ce qu'on a. Mais je suis contente parce que j'arrive quand même à m'en sortir et à me battre jusqu'au bout. Je viens ici depuis 2012, j'ai pas loupé une édition. Disons que c'est la première compétition qu'on met dans le planning des compètes parce qu'on sait qu'on est toujours mis en valeur et c'est super agréable que les gens puissent voir que dans l'athlé, il n'y a pas seulement que du sprint ou du saut, il y a aussi du lancer et montrer que c'est quand même assez spectaculaire de voir un marteau qui va loin. Le concours du triple saut était également très prometteur avec le favori, le burkinabé Hugues Fabrice Sango qui avait réalisé 17 mètres 58 cet hiver. Cette fois, c'est un peu moins bien, 17 mètres 22 seulement, mais ça suffit pour remporter le concours. À chaque fois que je viens ici, ça lance complètement ma saison. Et franchement, je fais toujours mes meilleures performances de début de saison ici. Absolument. Donc franchement, la piste me convient parfaitement et j'espère revenir toutes les fois pour commencer justement mes saisons ici. Ça me sourit très très bien Forbach. Autre tête d'affiche et fidèle du meeting forbachois, Dimitri Bascou, vainqueur du 110 mètres haies. Le meeting de Forbach réussit bien aux médaillés de bronze des Jeux de Rio, puisqu'en 6 participations, Dimitri Bascou s'impose pour la 5e fois ici. Pour une série, il se place et le résultat est là, tranquillement. On le reverra tout à l'heure en finale. La victoire pour Dimitri. 900 mètres de trottoir refait à neuf à Ilsprich. Les travaux ont duré 4 mois pour environ 125 000 € hors taxe. Désormais, les promeneurs, mais aussi les personnes à mobilité réduite ont accès à la piste cyclable. 5 places de parking ont été créées et devant la chapelle, des pavés ont été posés. Ils facilitent l'accès et se marient parfaitement avec l'édifice religieux. Journée mondiale sans tabac. Elle a été créée en 1988 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est une journée internationale qui se déroulera ce vendredi 31 mai. Et cette journée a pour but de faire prendre conscience des dangers du tabac pour la santé des consommateurs, comme pour celle de leur entourage. Le grand public y est-il sensible? Les fumeurs sont-ils prêts à arrêter? On a demandé leur avis aux passants en centre-ville de Sarreguemines. Vendredi, c'est la journée sans tabac. Qu'en pensez-vous? Je pense que ça va être une journée assez dure parce que je pense arrêter. Et ça fait longtemps que je vais arrêter. Et je pense que demain, je vais boycotter la cigarette. Au moins un jour. Depuis 2009, moi, j'ai arrêté de fumer. Alors ça va faire 10 ans. Et je suis très content. Voilà, donc tout le monde devrait en faire autant. Ce serait bien pour la santé. C'est une bonne chose, mais je ne suis pas prête effectivement à arrêter de fumer pour autant. Ouais, c'est une bonne journée, c'est pour la santé, c'est une bonne journée. Je trouve que ouais, c'est des initiatives qui doivent être prises plus au sérieux. Est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer? Oui, une petite période de 3 semaines et puis j'ai craqué tout de suite, même arrêté, essayer au vapeau. Et malgré ça, non, j'ai pas encore réussi à arrêter de fumer. Avant toute chose, pour arrêter de fumer, il faut avoir la volonté et le vouloir d'arrêter de fumer. À un moment, on est bien,
Et après, on a toujours le manque de la nicotine. Et le problème, ce qu'il y a, c'est que quand on arrête de fumer, je suppose qu'il faudrait compenser à faire du sport. On prend un peu de poids, hein. Mais bon, c'est rien. À côté du reste, quoi. Hein. Qu'on récupère le goût, l'odeur, l'odorat, la saveur, tout ça, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous connaissez des dispositifs qui permettraient du coup d'essayer de permettre à ces gens d'arrêter de fumer ? Oui, bien sûr, il existe différents systèmes, des patchs, de l'acupuncture, des suivis qui permettent d'arrêter de fumer, mais avant toute chose, il faut la volonté pour arrêter de fumer. Si on n'a pas cette volonté, ça ne suffit pas à se faire aider, il faut avant toute chose la volonté. Ah, j'ai pris des patchs, hein, et pour moi les patchs, ça fonctionne. Hein. Je suis toujours pas prête à arrêter de fumer pour autant. Alors bon courage aux gens qui vont arrêter de fumer vendredi, donc voilà. Juste après la pub, on va tourner les pages de L'Arrache-Mot, le nouveau roman, un brin poétique et très original de l'auteur Judith Bouilloc, notre invitée du jour. On ira également lire vos commentaires sur notre question Facebook. À tout de suite. Un accro? Une bosse? Pas de soucis, le Garage de l'Albe propose du débosselage sans peinture. Un service unique, rapide et beaucoup moins coûteux. Prenez contact avec nous et demandez le pack vacances pour partir l'esprit tranquille. Et pensez aux pneus, nos offres sont imbattables. En plus, le Garage de l'Albe peut délivrer des cartes grises françaises et étrangères. La vitrerie Alonso change d'adresse. Votre spécialiste en miroiterie et vitrerie accueille au 14 rue René François Joly à Sarreguemines, à proximité de l'hôpital. Nouveau à Forbach, le groupe AVS Santé ouvre sa nouvelle agence Zone commerciale Carrefour de l'Europe à côté de Leroy Merlin. Location, vente de matériel médical, orthopédie, audition et services d'aide à la personne. Venez rencontrer nos conseillers de vente pour échanger sur vos besoins. Retrouvez-nous également à Beach et Sarreguemines. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie. Les enfants, vous avez passé toute la journée devant vos écrans. Ce serait pas mal d'aller dans vos chambres et de jouer avec de vrais jouets, non? Ah, enfin on va pouvoir souffler. J'ai le processeur qui commence à chauffer. On ferme, on éteint, on arrête, on range tout ça. Vous avez plein de jouets là-haut, alors montez vous amuser. J'ai la tête qui tourne. Bon, je vous ai dit d'arrêter avec les écrans. Non, j'ai rien dit. Faut nous sortir de là. Vous l'avez compris? Il faut privilégier les activités qui vont booster votre motricité et votre imagination. Alors jouez aussi sans moi et ne vous inquiétez pas pour moi. Je me mettrai en veille. Quelqu'un a vu ma planche à découper? Et ben voilà, ça fera très bien l'affaire, ça. Non. Qui n'a jamais rêvé de faire un tour du monde? Certains l'ont fait. Voici la question qu'on vous a posée sur Facebook. Sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Instagram, de nombreux voyageurs partagent avec les internautes leur périple. Est-ce que vous en suivez? Est-ce qu'ils vous inspirent? Répondez-nous dans les commentaires.
Marie-Morgane, tu as demandé à nos internautes s'ils aimaient effectuer un tour du monde. Est-ce que c'est le cas? Oui, alors on leur a proposé un sondage et ils sont 74% à avoir répondu oui, ils aimeraient faire le tour du monde. Et Samuel a répondu qu'il voudrait le faire à moto. Alors il y a beaucoup, on a entendu beaucoup de blogueurs, youtubeurs, etc. qui partagent leurs expériences de voyage avec leur communauté sur Internet. Et on a voulu savoir si nos internautes en suivaient certains. Alors René a répondu « Je ne suis pas spécialement l'une ou l'autre personne. En revanche, il m'arrive de visionner certaines vidéos sur un lieu que filme le youtubeur ou blogueur. Cela me permet de voyager tout en profitant du confort de chez soi. » Kinette a commenté « Une de mes amies a monté son blog de Free Moving Family. Elle a adopté une nouvelle vision de la vie. Mais en général, je préfère regarder l'émission J'irai dormir chez vous plutôt que sur le net. » Et alors toi, est-ce que tu suis des blogueurs, des youtubeurs? Alors plutôt des youtubeurs et notamment ceux qui partent en caravane, en camping-car ou ce type de choses. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Et je suis notamment la famille Coste. Alors depuis 2016 à peu près, ils parcourent le monde avec leurs 2 enfants. Ils ont commencé avec leur caravane et maintenant ils ont un van où ils ont aménagé une tente sur le toit. Donc c'est génial. Voilà, ils partagent vraiment toutes leurs aventures sur Internet. Et toi, est-ce que tu en suis aussi? Oui, beaucoup. On n'a pas forcément le temps de les lister, mais il y a un couple en particulier sur Instagram. Alors le nom c'est World Health. Les photos sont sublimes, l'univers est génial. Ils militent aussi pour l'écologie et l'environnement. On sait que ça prend une place assez importante. Ça me donne encore plus envie de faire le tour du monde, moi aussi, quand je regarde leurs photos en tout cas. Merci Marie-Morgane pour ta chronique. Et de votre côté, Judith, vous aussi le tour du monde, ça vous plairait? Bah ouais, carrément. Puis je suis pareil sur Instagram, sur les blogs aussi, notamment les Globe Campers qui ont des photos extraordinaires. Mais voilà. ça donne envie. Ça donne envie. Il faut juste trouver le temps et puis l'organisation. C'est des projets d'ampleur, quoi. Eh bien, on continue quand même de voyager un petit peu avec vous, avec votre nouveau roman qui s'appelle donc L'Arrache-Mot. Donc je vous montre là pour voir un petit peu la jolie première de couverture. Ça vient de sortir donc chez l'éditeur Hachette, c'est bien ça. L'histoire est originale, on l'a dit aussi poétique. À travers les pages, on suit les aventures d'Iliade, c'est le personnage principal. C'est une jeune bibliothécaire qui va devenir conteuse à la cour. Alors j'aimerais juste que vous nous expliquiez un petit peu parce qu'elle a un pouvoir particulier. Racontez-nous. Oui, alors Iliade, elle a un don en fait. Elle a le pouvoir d'arracher les mots des livres et elle transforme ces mots en spectacles mouvants en fait. Les mots deviennent des illusions devant les spectateurs. Donc voilà, et donc chaque jour à la cour, elle est obligée de trouver un nouveau texte à lire à ses spectateurs et donc elle prend tous les jours un extrait de la littérature classique. Voilà. Donc c'est à travers ce livre-là, vous avez voulu remettre au goût du jour la littérature classique alors? Oui. À chaque chapitre, j'évoque une œuvre de la littérature classique, donc Racine, Molière, Cervantes, Homère. Donc, c'est un livre que vous avez écrit pour la jeunesse, en tout cas c'est ce qu'on se dit quand on voit la première de couverture, mais c'est pour tout le monde aussi finalement. Oui. Alors initialement je l'ai écrit plutôt pour des collégiens et des collégiennes pour leur donner le goût de la littérature classique en dehors finalement de l'école, avec une intrigue légère et rythmée. Mais effectivement, tout le monde peut lire et les adultes, à tout âge, vraiment, on peut se lancer dans cette lecture. Oui, j'ai une question qui m'est venue en feuilletant un petit peu. Pourquoi avoir choisi le métier de bibliothécaire? Iliade, elle est bibliothécaire, elle devient conteuse ensuite, mais c'est un métier qui est de moins en moins pratiqué, si je peux dire. J'espère pas. Non, moi-même, j'ai été bibliothécaire et c'est un métier que j'ai véritablement adoré. Donc c'est sûr que c'est une sorte d'hommage aussi à ce métier que moi j'ai trouvé merveilleux. Je suis toujours un rat de bibliothèque. Je passe tous mes vendredis après-midi à la médiathèque Joseph Schaffer, donc puisque je suis beachoise et qu'on a la chance à Beach d'avoir cet endroit fabuleux.
Et voilà, j'y suis tous les vendredis pour mes recherches d'écriture, pour échanger avec les bibliothécaires et puis pour emprunter, parce que je lis facilement 10-15 livres par semaine. Quand même, Donc, par semaine. Oui, après pas que des romans, voilà. Mais oui, voilà, les bibliothèques, c'est vraiment des lieux qui m'inspirent. Et on comprend bien maintenant pourquoi c'est un peu aussi le cœur de votre sujet. Le cœur du roman, les bibliothèques, ouais. Mais c'est pas votre premier roman. Vous écrivez depuis longtemps ? J'écris, depuis bientôt 8 ans. J'ai un premier roman qui est sorti en 2016 aux éditions Artege qui s'appelle Les Maîtres du Vent, qui était aussi un roman fantastique. Voilà. Après, j'écris un peu de tout, des albums jeunesse, des nouvelles. Voilà. Vous ne cantonnez pas forcément un seul style. Oui, non, j'écris vraiment aussi pas mal de chroniques littéraires sur Internet. Voilà. Donc, tout ce qui touche à l'écriture m'intéresse, pas seulement les romans jeunesse. Voilà. Vous l'avez dit, vous êtes à Beach, mais vous êtes originaire du Sud. Oui. Ça fait 5 ans que vous êtes dans le secteur. Est-ce que ça vous permet, ce nouveau secteur, d'avoir de nouvelles inspirations, peut-être de nouveaux projets ? Oui, bien sûr. Beach, on a une qualité de vie quand même qui est assez exceptionnelle. Moi, j'habite au cœur de ville. On a un jardin merveilleux. Enfin, Beach, c'est quand même. On est entouré de forêts. On est cerné par les arbres, par la forêt. Donc forcément, c'est inspirant. Moi, c'est vraiment une ville dans laquelle je me sens très très bien et voilà que j'aurais de la peine à quitter. Voilà. Ne quittez pas tout de suite quand même. Non, pas tout de suite. Vous avez déjà des nouveaux projets pour des romans ? Oui. J'ai un livre qui sort en octobre-novembre chez Artege Jeunesse et un autre en mars de l'année prochaine. Voilà, donc pas des romans. Voilà, je reviendrai peut-être vous en parler. Oui, c'est un petit peu la surprise. Voilà. Mais on revient juste pour terminer sur cet ouvrage-là, L'Arrache-Mot. Où est-ce qu'on peut le trouver ? Alors à Beach, vous pouvez le trouver à la librairie Eulinger, à Sarreguemines, à la librairie Confluence. Normalement, voilà, toutes les bonnes librairies devraient l'avoir. Et puis sinon, il reste les sites en ligne. Voilà, il est un peu disponible un peu partout. Super, très bien. Et je rappelle qu'il est au prix de 15,90 €, c'est bien ça. C'est ça. Merci beaucoup Judith Bouilloc. Merci à vous. Vous restez encore avec nous pour la fin de cette émission. Le mardi, les jeunes sont mis à l'honneur et aujourd'hui, tu nous parles de qui ? Alors on va rencontrer Lucas, il est passionné de jeux vidéo et il vous présente aujourd'hui son jeu préféré. Mon kiff, c'est de jouer aux jeux vidéo et surtout à Fortnite. Ah, il y a une gars là. Ça doit être un Bambi parce qu'on pourrait se cacher comme ça. Mais il a cassé et là, il y a une bulle, Merci Lucas, et si toi aussi tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff pour nous parler de ta passion, tu peux nous envoyer tes vidéos par mail ou via WhatsApp au 06 81 82 40 33. Merci beaucoup Marie-Morgane et merci également à vous Judith Bouilloc. Vous nous avez présenté donc votre ouvrage L'Arrache-Mot, votre nouveau roman. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne continuation et à bientôt peut-être pour vos nouveaux projets. Marie-Morgane, à très vite. Toujours sur ce plateau et avec le sourire bien sûr. Et on termine avec un focus sur le parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim qui se prépare à fêter ses 30 ans de coopération transfrontalière. Alors pour l'occasion, le week-end du 15 et 16 juin vous promet quelques surprises. On Tour vous propose de revenir sur cette grande aventure humaine et scientifique européenne. Bonne fin de programme, belle journée et à demain. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission On Tour. Aujourd'hui, on s'arrête entre Moselle et Land de Sarre et plus précisément au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Et on commence cette visite vue du ciel. Allez, c'est parti. Visiteurs de l'histoire,
Bienvenue au parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim. Les vestiges exhumés dans la vallée de la Blies, entre les villages de Bliesbruck en Moselle et Rheinheim en Sarre, témoignent d'une activité qui remonte à l'âge du bronze et s'est poursuivie jusqu'au 5e siècle de notre ère. Des campagnes de fouilles et des recherches s'y déroulent année après année. À Bliesbruck, les vestiges d'une ville gallo-romaine à vocation artisanale. Les thermes publics, présentés sous leur pavillon muséal, et le quartier artisanal ouest nous plongent dans le quotidien des habitants. À Rheinheim, on découvre les vestiges d'une grande villa gallo-romaine et la reconstitution d'une nécropole gauloise, la tombe de la princesse de Rheinheim, datant du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est en 1971 que débute l'histoire des fouilles de Bliesbruck. Jean Schaub découvre alors des objets gallo-romains dans de la terre arable provenant de Bliesbruck. Sur place, l'exploitation d'une gravière détruit progressivement des vestiges gallo-romains. Grâce à son acharnement et à son équipe de bénévoles, il va faire cesser les destructions. Progressivement, les archéologues sarrois et mosellans conçoivent l'idée de réaliser un projet commun. Une réalité aujourd'hui avec ce parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. En 2013, la dimension franco-allemande du parc se renforce grâce à la mise en place d'une signalétique commune sur l'ensemble du site et d'espaces d'exposition permanents qui jalonnent le parcours de visite. Un parc qui constitue aujourd'hui un pôle scientifique et culturel remarquable, en plus d'un lieu de rencontre sur la frontière, ouvert et accessible à tous. Jean-Paul Petit, le parc fête cette année ses 30 ans, mais en fait l'aventure a démarré bien avant, c'est ça? Oui, absolument. C'est, disons, cette année en fait les 30 ans de la collaboration officielle entre le côté français et le côté allemand. Oui. Mais l'histoire du parc, elle commence bien sûr avant. Elle commence au début des années 70. On a des sablières ici sur le côté. Jean Schaub, un archéologue amateur de Sarreguemines, découvre des vestiges. Oui. Et à partir de 75, on est une petite équipe autour de Jean Schaub. On essaie de sauver les vestiges qui ont été découverts ici, donc avec une équipe de bénévoles. Et progressivement, on a réussi à faire des fouilles. On a réussi à démontrer l'importance de ce site et c'est au début des années 80, donc à partir de 82-83, que le département de la Moselle s'est intéressé à ce site et a décidé de le racheter et pour le mettre progressivement en valeur. En même temps, dès cette époque-là, s'est mise en place une collaboration franco-allemande puisqu'on fouillait déjà ici avec un professeur d'archéologie qui était à Saarbrück et à partir des années 85-86, donc s'est créée cette relation entre les locaux ici, Sarreguemines, Bliesbruck et Rheinheim-Gersheim, en particulier à travers le maire de Gersheim de l'époque-là. On a décidé de faire on a fait des expositions en commun parce que du côté allemand, on avait découvert dans les années 1950 la fameuse tombe de la princesse de Rheinheim. On a fait des expositions communes et c'est comme ça que s'est créée une espèce de dynamique, une espèce de synergie entre le côté français et le côté allemand. Un mélange des savoir-faire aussi. Voilà, bien sûr, qu'on doit d'ailleurs beaucoup à Jean Schaub parce que lui, il a été le catalyseur en quelque sorte de cette collaboration et comme ça est née cette idée en fait de montrer ici à Bliesbruck-Rheinheim notre histoire commune avant l'époque où il y avait des frontières, puisque pour les périodes qui nous intéressent il n'y a pas encore de frontières, et aussi à travers cette mise en valeur des vestiges, à travers ce projet de fouille, de recherche scientifique, de mise en valeur des vestiges, de créer en fait une petite entité qui pourrait être une concrétisation tout simplement de l'idée européenne. Et aujourd'hui, voilà, quelques années plus tard, qu'est-ce que ça représente pour vous ce lieu? Bon, ça représente voilà presque toute ma carrière professionnelle déjà, et c'était une idée tout à fait extraordinaire à l'époque, parce que je sais pas, vous voyez, vous irez voir la photo là-bas vous verrez à quoi ça ressemblait donc en 1979. C'était une sablière en cours d'exploitation et avec Jean Schaub on avait cette idée de dire voilà, là on a un énorme site parce qu'on voyait bien qu'il y avait un peu partout des vestiges, on a un énorme site et on va essayer de le sauver. Donc c'était une idée un peu, voilà, on s'est dit
on a peu de chances d'y réussir. Et finalement, à force d'obstination et aussi parce qu'on a trouvé les gens qui ont supporté, qui ont encouragé cette initiative, c'est créé progressivement donc ce parc archéologique commun qu'on gère aujourd'hui ensemble avec nos amis allemands. Et est-ce qu'il y a une découverte ici plus intéressante qu'une autre, quelque chose d'un peu insolite? Insolite, non, mais la découverte la plus importante, je pense qu'en termes d'histoire des recherches, ça a été les thermes publics de cette agglomération, qu'on n'avait pas du tout l'intention de fouiller à cette époque-là, puisqu'on était en train de fouiller ici dans ce quartier, et puis ça commençait à moins nous intéresser, et là derrière on voyait une petite butte comme ça. Alors on s'est dit on va aller voir ce qui se passe là-bas, et puis on a donné 2 coups de pelleteuse, donc 2 tranchées, et on a vu apparaître les murs, et on a tout de suite compris que c'était les thermes publics de cette petite ville, et c'est là qu'on s'est lancé dans la fouille de ces thermes publics qui ont été, j'allais dire, le premier vestige spectaculaire qui a été mis en valeur ici dans le parc. Est-ce qu'il y a encore des pistes scientifiques qui vont être explorées d'ici quelques mois, quelques années? Oui, bien, absolument. Je veux dire, là, aujourd'hui, j'allais dire qu'on en est encore au début des recherches. Donc, avant qu'on commence à fouiller ici, on ne savait rien sur cet endroit-là. Personne n'aurait jamais pu imaginer qu'à l'époque gauloise et à l'époque romaine, on avait ici, dans la vallée de la Blise, un pôle gaulois et un pôle romain aussi important. Et les recherches qui ont été menées donc, depuis cette période, alors pas seulement les équipes du département et du Kreis, mais avec toute une série d'universités. Aujourd'hui, on a encore un partenariat avec une université italienne, Chieti Pescara. On montrait en fait qu'à l'époque ici, c'était un énorme pôle d'habitat qui existait, et on pourrait dire pour l'époque romaine que c'était, alors c'est un anachronisme, mais c'était le Sarreguemines de l'époque qui se trouvait ici. C'était la ville qui contrôlait un territoire de 10-15 km autour à cette époque-là. Et ça, c'est quelque chose, à l'époque, on avait beau regarder tous les livres d'histoire, personne n'aurait pu imaginer qu'il y avait ça à cet endroit-là, qui en plus était mal connu, parce qu'il faut imaginer, à l'époque où on a commencé à fouiller ici, il y avait encore un poste frontière ici. C'est-à-dire aujourd'hui, on passe facilement la frontière, mais à l'époque, près du rond-point, là-bas, il y avait un poste frontière, et quand on venait fouiller, on passait devant les douaniers. On passait devant les douaniers pour pouvoir fouiller. Donc le site a encore beaucoup de perspectives de recherche. Même pour la ville romaine, on a peut-être fouillé, je ne sais pas, 20%. Donc tous les terrains autour ici sont encore, il y a encore des vestiges en dessous. Ça, on le sait. Beaucoup de travail. Voilà, ça on le sait parce qu'on a fait des prospections géophysiques. Et aujourd'hui, on a aussi un projet de recherche sur le territoire, puisqu'il faut se dire, voilà, ici, on avait une ville à l'époque romaine, mais une ville, elle a un territoire autour d'elle. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur ce territoire, pour comprendre aussi quelle pouvait être l'importance de cette ville, comment elle est née, donc à partir de l'époque gauloise, et aussi pour nous, ce qui est très important, comment elle disparaît. C'est-à-dire, à un moment donné, elle disparaît progressivement du paysage, et elle est remplacée à partir d'une période qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, donc l'époque mérovingienne. Elle commence à être remplacée par les villages qui existent aujourd'hui. Et donc, on risque de découvrir encore de nouvelles choses dans les années à venir. Merci en tout cas pour votre témoignage. Moi, j'ai rendez-vous maintenant avec mon deuxième invité dans un endroit dont on a un petit peu parlé. C'est tout simplement la frontière. Absolument. Voilà. Merci à vous. Merci. Jean-Claude Cunat, là on se trouve sur la partie frontalière en fait entre France et Allemagne du site. C'est tout un symbole ça en fait. Ah bah évidemment, le site il est franco-allemand depuis le début, en tout cas depuis la découverte des vestiges archéologiques, il a été allemand. Ça avait d'ailleurs commencé en fait dans les années 50 avec la découverte chez les Allemands, du côté allemand, de la tombe de la princesse de Reinheim, qui est aujourd'hui reconstituée et qui est visible donc sur la partie allemande du parc. Et le fait que ce site soit transfrontalier, ça a une importance capitale pour le département par exemple. Alors j'allais dire plus que capitale, puisqu'il faut rappeler que le 9 mai dernier, c'est tout récent, nous avons voté une résolution, en présence d'ailleurs des représentants du Landtag, du président
en Toscanie, une résolution faisant de la Moselle un eurodépartement. Donc ça c'est quand même important, cette appellation que nous revendiquons, puisque effectivement actuellement nos services travaillent, le service de la cellule transfrontalière travaille sur la construction d'un outil juridique qui nous permette de fonctionner en totale mutualisation avec nos voisins allemands. D'accord. Alors le département finance en partie le site, à hauteur de combien? Alors il est financé dans le cadre d'un budget qui est d'ailleurs un budget annexe, au budget départemental. Oui. On est à l'heure actuelle à quelques 900 000 € de budget de fonctionnement de ce parc. Voilà. Alors budget de fonctionnement, ça veut dire quoi? Ça sert à quoi ces 900 000 €? Alors globalement, il y a toutes les questions pratiques d'entretien. On a actuellement, là vous voyez, on est en pleine période de montée de la végétation, donc il faut l'entretenir, c'est grand, il y a une grande emprise. Ce sont les animations, les expositions, les ateliers qui sont menés au sein de la... Et puis les charges de personnel évidemment, puisque nous avons encore une équipe qui travaille, heureusement d'ailleurs, sur ce site. Alors la vocation de ce site, c'est plutôt d'être un site touristique ou plutôt scientifique en fait? Alors, si je réponds à la question, je veux dire c'est les deux. Oui. Parce qu'il y a effectivement la volonté du département de faire de ce site, parmi tous les sites dits passionnément Moselle, il faut rappeler qu'on en a 8, un site qui propose une offre touristique et culturelle. Il y a la dimension touriste qui paraît intéressante, on est quand même sur un site qui est magnifique, puis on a une belle météo aujourd'hui. Et puis ensuite de garder aussi sa vocation évidemment archéologique, avec les recherches, les fouilles, les publications. Recherche d'ailleurs, puisqu'on parle d'Europe, avec une université italienne qui est type Pescara, ou avec nos amis allemands, donc qui viennent avec des étudiants. Il y a de l'animation parfois sur le site, c'est assez agréable de voir ces jeunes archéologues qui continuent à fouiller. Ah oui, justement, et ce qui fait aussi le succès du parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim, ce sont bien sûr les grands rendez-vous annuels organisés ici. Regardez. Il y a 30 ans, les premiers visiteurs découvraient les résultats des fouilles sur le parc archéologique de Bliesbrück et le département de la Moselle en devenait le propriétaire. La mise en valeur du site, qui évolue avec l'avancée des recherches et ses animations récurrentes, ont fait du parc une référence scientifique en France, mais aussi un site touristique incontournable qui attire chaque année entre 40 et 45 000 visiteurs. À Rome, il faut vivre comme les Romains. Et à Bliesbrück aussi, on le fait au moins une fois par an. C'est le rendez-vous estival du parc, la Vita Romana. On y voit régulièrement des courses de chars, de l'artisanat antique ou des gladiateurs et des légionnaires. Mais le parc archéologique s'anime tout au long de la saison d'ouverture. Journée des familles, journée du patrimoine, journée de la Moselle, journée de l'archéologie. Chaque mois, une animation permet de découvrir le site autrement. Ici, on accueille aussi près de 10 000 enfants dans le cadre scolaire. Selon le niveau, on leur propose des visites et immersions à thème. Ainsi, ils découvrent le patrimoine archéologique par le biais d'activités manuelles comme la poterie, l'écriture romaine ou la boulangerie. On peut même s'imaginer archéologue en herbe et venir y fêter son anniversaire. Avec une vocation à la fois scientifique et pédagogique, le site est un lieu d'expérimentation, d'interprétation. Les archéologues sont encore loin de tout savoir sur cette agglomération gallo-romaine dont on ignore toujours le nom, mais l'histoire du site n'est pas finie et l'on a toujours de nouvelles connaissances à partager avec les visiteurs. Dimitri Mathieu, on se trouve où exactement là? Alors actuellement, nous sommes dans les thermes, dans le pavillon d'exposition des thermes, qui est un des monuments de Bliesbrück dans l'Antiquité. Un établissement thermal qui était un lieu de rencontre à l'époque romaine. C'est un lieu emblématique en fait. C'est un lieu emblématique du parc, comme l'a dit Jean-Paul Petit tout à l'heure, et donc effectivement, c'est en partie grâce à ces découvertes que le parc a pu se mettre a pu se construire en fait. Alors côté actualité, on en a parlé dans cette émission, le parc va fêter ses 30 ans cette année. J'imagine que ça va être
un peu la fête. Qu'est-ce qui est prévu pour fêter ça? On a beaucoup de manifestations, puisque l'ensemble des manifestations déjà classiques du parc sont labellisées autour de ces 30 ans. Et puis on a une petite nouveauté cette année, c'est qu'on va inaugurer le 15 et le 16 juin un parcours numérique, donc un nouveau support de visite. On rentre, après les 30 ans du parc, on rentre dans le 21e siècle, on rentre dans le 3e millénaire, et donc les visiteurs auront l'occasion de redécouvrir le parc sous une autre façon, beaucoup plus digitale. Alors c'est quoi cette technique-là? Expliquez-nous un petit peu. Alors il y aura deux choses. Il y aura d'abord un support de visite qui sera sur tablette ou alors sur une application qui sera téléchargeable sur les plateformes habituelles, et on aura l'occasion de visiter le parc sous la houlette d'un de ses habitants. Donc un affranchi qui commerce du sel pour un notable qui habite dans la villa, et qui va faire visiter l'ensemble du parc avec ses anecdotes, avec son vécu de romain. Et donc on va avoir cette expérience un peu immersive, et sur un certain nombre d'endroits on aura des images en réalité augmentée qui viendront se superposer sur les vestiges. On aura l'occasion de revoir. Ici par exemple derrière moi on est dans des thermes, je l'ai dit, et on a une pièce chaude, mais si on regarde en détail on voit bien qu'il n'y a pas grand chose. Il faut qu'il y ait un médiateur, il faut qu'il y ait des supports pour pouvoir le voir. Là on aura l'occasion de revoir vidéo, effectivement. On pourra revivre ce lieu tel qu'il était. Exactement. Voilà. Et le deuxième volet de ce parcours numérique, c'est également on aura un petit salon de projection en réalité virtuelle. Donc avec les masques. Avec un masque. Et donc là on a la restitution complète du parc, et on aura l'occasion de naviguer dans le parc comme si on était un Romain. Donc voilà, aller voir un petit peu chez le boulanger, aller dans les thermes, aller à la villa, et donc voilà, et vraiment s'immerger et être en réalité virtuelle. Voilà, donc c'est carrément une autre façon de visiter le site, quoi. Immersive, novatrice et à point nommé pour les 30 ans du parc. Alors en dehors des 30 ans, qu'est-ce qui est prévu au programme cette année? Quelques animations type concert, les journées classiques du patrimoine et autres, et puis comme tous les ans Vita Romana qui est notre point d'orgue dans la saison. Ça c'est un gros succès du parc en fait. C'est le gros succès du parc, on va dire ça comme ça, c'est le rendez-vous, puisqu'on parlait de l'immersif par rapport au numérique. Vita Romana propose de l'immersif en réel également, avec des acteurs, avec des reconstituteurs qui font vraiment revivre les gestes de l'Antiquité, et là on peut échanger, discuter avec un gladiateur, avec un aurige pour les courses de chats, ou avec un légionnaire, donc c'est encore différent. Voilà, donc on a encore plein de belles choses à noter dans nos agendas pour cette année. Exactement, jusqu'au 31 octobre, la date de la fermeture de la saison. Voilà, parfait, merci beaucoup. Mais je vous en prie. On va s'intéresser maintenant à une spécificité du parc, son classement futur en zone naturelle à protéger. Avant les découvertes archéologiques, les bords de la Blise étaient exploités comme sablières ou gravières. De ces mouvements de terre, qui ont failli détruire les vestiges antiques, sont nés les étangs. D'ailleurs, la princesse de Rheinheim a été découverte lors du creusement d'un de ces étangs. Depuis une quinzaine d'années, on a laissé tranquilles ces espaces qui aujourd'hui ont un intérêt particulier. Faune et flore s'y sont développés en toute quiétude, créant un écosystème remarquable qui est sujet à des études pour un futur classement en ZNIEF, zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Si l'on est observateur, on pourra peut-être apercevoir la petite libellule Agrion de Mercure qui s'est installée là. Une petite libellule menacée d'extinction chez nos voisins et en sérieux recul en France, qui porte le nom d'un dieu romain. Est-ce vraiment un hasard ? Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Je suis sûre qu'elle vous a donné envie de découvrir ce lieu. En tout cas, tout ce qui concerne les horaires, les visites, etc. sont sur www.archeo57.com. Bon, l'émission est peut-être terminée, mais pas ma visite. Allez, à la semaine prochaine.